Début de la campagne du référendum constitutionnel au Burundi ce mardi. Elle a été lancée par le président Pierre Nkurunziza. Abus sur les migrants en Libye, l'ONG Amnesty International pointe d'un doigt accusateur les gouvernements européens. Puis, Forum national du Conseil économique et social au Bénin, il portait sur le bilan, les perspectives et les défis de l'institution. Vous êtes bien sûr Sika TV, bienvenue à toutes et à tous. Je le disais en titre, au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a lancé ce mardi la campagne du référendum portant sur une réforme de la Constitution. Laquelle réforme prévoit qu'il pourra rester au pouvoir jusqu'en 2034. Voici les précisions. Devant une foule de milliers de paysans à Bugendana, dans le centre du Burundi, le président Pierre Nkurunziza a lancé ce mardi la campagne du référendum portant sur une réforme de la Constitution qui prévoit qu'il reste au pouvoir jusqu'en 2034. Lors du meeting de lancement de campagne, le président a mis en garde ceux qui voudraient saboter le référendum prévu en février prochain. En effet, le gouvernement burundais a adopté fin octobre un projet de révision de la Constitution qui permettrait au président Pierre Nkurunziza de briguer à partir de 2020 deux mandats de 7 ans. Ce lundi, le gouvernement a imposé une contribution volontaire de la population pour financer les élections de 2020. Une situation dénoncée par l'opposition comme un vol organisé. La date du second tour de scrutin présidentiel au Libéria est enfin connue. La Commission électorale nationale a annoncé qu'il se tiendra le 26 décembre prochain. Le scrutin opposera l'ex-star du foot Georges Weah au vice-président sortant Joseph Boakai. Reportage. La Commission électorale nationale du Libéria met ainsi fin au suspense sur la tenue du second tour de scrutin présidentiel. Elle a fixé la date de l'élection au 26 décembre. Selon l'arrêt de la Cour suprême prononcé le 7 décembre, la Commission est dans l'obligation d'entamer le processus de l'organisation du second tour. Un scrutin initialement prévu pour le 7 novembre dernier, avant d'être reporté sine die par la Cour suprême qui avait enjoint la Commission de statuer d'abord sur le recours des candidats ayant été éliminés au premier tour. Leur recours avait finalement été rejeté par la Cour par 4 voix contre 1. Dans leur recours devant la Cour suprême, les candidats déboutés dénonçaient des fraudes massives et des irrégularités flagrantes relatives au scrutin. Mais la commission électorale a jugé que les plaignants n'avaient pas apporté la preuve irréfutable que le vote avait été entaché de fraude faisant état d'erreurs matérielles sans conséquence sur le résultat final et corrigé par la suite. Amnesty International a accusé ce mardi les gouvernements européens d'être complices de la détention des migrants dans des conditions épouvantables en Libye. L'ONG leur reproche notamment d'aider les gardes-côtes libyens impliqués, selon elle, dans le trafic d'êtres humains. Voici les images. Après le scandale international né de la diffusion d'images de marché aux esclaves en Libye, Amnesty a dans un rapport accusé les Européens de soutenir un système sophistiqué d'abus et d'exploitation des réfugiés et des migrants de la part des gardes-côtes, des responsables des centres de détention et des trafiquants, avec pour seul souci d'empêcher les migrants de traverser la Méditerranée. Les gouvernements européens sont sciemment complices de la torture et des abus endurés par des dizaines de milliers de réfugiés et de migrants détenus par les autorités libyennes de l'immigration dans des conditions épouvantables en Libye, a indiqué l'Organisation de défense des droits de l'homme. Appelons à la libération immédiate de tous les ressortissants étrangers détenus dans les centres de détention en Libye. Le directeur d'Amnesty International pour l'Europe a insisté sur le fait que les autorités libyennes mettent fin aux arrestations arbitraires et à la détention de réfugiés et de migrants. Selon lui, les gouvernements européens doivent repenser leur coopération avec la Libye en matière d'immigration et permettre aux personnes de se rendre en Europe par les voies légales, notamment en réinstallant des dizaines de milliers de réfugiés. Pour mémoire, depuis fin 2016, les États membres de l'Union européenne, notamment l'Italie,
ont mis en œuvre une série de mesures visant à fermer la route migratoire via la Libye et la Méditerranée centrale, sans se soucier des conséquences pour les personnes bloquées en Libye. Cotonou, la capitale économique du Bénin, a abrité du lundi au mardi des travaux du Forum national du Conseil économique et social. Il portait sur le thème « Le Conseil économique et social dans l'univers institutionnel, bilan, défis et perspectives ». Le Forum national du Conseil économique et social a pour objectif de mettre en exergue, et ce à travers le bilan de ses activités, l'importante contribution du Conseil au développement socio-économique du Bénin. 2 jours d'assises au cours desquels les participants ont évoqué entre autres l'historique, le bilan et les défis de l'institution. Institué par la Constitution du 28 février 1958, le Conseil économique et social a connu une première et très brève apparition dans l'univers institutionnel du Bénin. Ces activités ont été interrompues par le coup d'État du 10 décembre 1969. C'est à la faveur de la conférence nationale des forces vives de février 1990 que les bases de retour de cette institution ont été à nouveau établies. Mais l'institution a réellement repris de façon continue ses activités depuis mai 1994. Depuis plus de 20 ans, le Conseil économique et social propose au pouvoir public des avis, des recommandations sur un certain nombre de problématiques touchant à la vie économique et sociale de notre pays. Les recommandations issues de ces assises permettront de réorienter vers le respect des textes en vigueur des actions du Conseil économique et social. Toujours au Bénin, l'affaire de placement hasardeux de fonds de la Caisse nationale de sécurité CNSS à la BIBE contre des rétrocommissions dans laquelle est accusé l'ancien PCA CNSS Laurent Mentoyon continue de défrayer la chronique. Si le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a cru devoir, lors de sa récente conférence de presse, éclairer l'opinion publique sur le dossier, les avocats des mises en cause affirment que la présente sortie médiatique est illégale et inopportune. Plus de précisions avec Renaud Agboudjo, avocat au barreau de Cotonou au Bénin. En sa qualité de directeur de l'enquête, donc, le procureur de la République ne pouvait pas ignorer qu'en se présentant à la presse et en affirmant ce qu'il a déclaré, il violerait non seulement le secret de l'enquête, mais aussi les droits de la défense. Cette sortie médiatique n'avait donc pour autre objectif que de livrer à la vindicte populaire des citoyens bénéficiant de la présomption d'innocence garantie par l'article 17 de la Constitution du 11 décembre 1990. Cette sortie médiatique du 4 décembre 2017 n'avait en outre pour autre but que de conditionner l'opinion afin de susciter son adhésion en dépit des failles et des carences relativement aux preuves pouvant mettre en cause les différentes personnes poursuivies. Malheureusement, ce lynchage médiatique a eu pour corollaire la désinformation qui s'en est poursuivie par les interventions publiques du ministre de la Justice et de celui de la fonction publique qui ont tenté de jouer des rôles qui n'étaient pas les leurs. Le collectif des avocats des mises en cause dénonce par ailleurs le refus du parquet de délivrer une copie intégrale du procès verbal d'enquête préliminaire, contrairement aux usages.
Dans un passé récent, la plage de Hann à Dakar était une carte postale pour le Sénégal. La station balnéaire était très prisée par les touristes dans le pays. Avec son sable blanc et fin, la plage de Hann faisait rêver les amoureux du Sénégal. Mais aujourd'hui, la pollution marine a eu raison de cette carte postale. Le constat avec notre correspondant à Dakar, Tchèque Berthe. Plage des Ouakam. Ce matin, ces deux experts en océanographie s'apprêtent à aller en mer. Ils n'iront pas très loin des côtes où ils vont faire des prélèvements pour mesurer les taux de métaux lourds dans la baie de Ouakam. Nous, ce que nous faisons, c'est pour alerter la population, c'est pour éviter donc les risques qu'on a. Donc si la population qui est exposée n'est pas au courant, elle n'est pas sensibilisée, c'est pas la peine quoi. La baie de Ouakam contraste avec celle d'autres sur la presqu'île de Dakar. Comme ici, à la baie de Hann. Il y a 40 ans, le site était un paradis balnéaire qu'on comparait avec la baie de Rio au Brésil. Désormais, c'est une décharge à ciel ouvert et 7 canaux d'égout se déversent dans la baie comme celui-ci. Regardez-moi tout ça, c'est banni, c'est pas hygiénique. Et vous voyez, il y a des gens qui sont tout près de là, qui vendent des poissons. Hein? Il y a des odeurs nauséabondes ici. Tous les enfants sont malades, tout le monde est malade ici. Tout le monde est malade. Si le cas de la baie de Hann est emblématique, la pollution menace l'ensemble de la presqu'île de Dakar, où il n'existe qu'une seule station d'épuration. La conclusion d'une étude sur la pollution marine dénommée Awatox confirme une situation alarmante. Selon Greenpeace, la pollution serait sur certaines îles du littoral 350 fois au-dessus des normes européennes. En Afrique du Sud, le Cap, frappé par la sécheresse, est en train de creuser des dizaines de forages. Et ce pour maintenir en activité des services essentiels comme les hôpitaux dans l'éventualité du jour zéro, le jour au mois de mai où la ville devrait manquer d'eau. Suivons le directeur adjoint des travaux publics pour l'ouest du Cap pour les précisions. Nous devons veiller à ce que les hôpitaux, les services de santé puissent continuer à fonctionner dans une situation où il n'y a pas ou peu d'eau. De la même façon, nous avons besoin que certaines de nos installations de développement social soient en sécurité, même si la municipalité n'a pas d'eau. Nous devons réduire notre demande d'un bout à l'autre de nos services afin de contribuer à éviter que le jour zéro n'entre en vigueur dans n'importe quel district municipal de la province. Et puis, si nous échouons, si la municipalité échoue, par exemple, que nous nous retrouvons dans une situation sans eau, comment certaines installations clés peuvent-elles survivre via des interventions du côté de l'offre? Les forages sont clairement une intervention sur l'offre. Nous espérons que nous n'aurons pas à utiliser ça. Nouvelle manifestation contre la reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale d'Israël. Le Moyen-Orient est à ce sujet toujours en ébullition. Le sujet continue à dominer l'agenda diplomatique. Reportage. Plusieurs milliers de partisans du Hezbollah ont défilé dans le sud de la capitale libanaise, Beyrouth, bastion du puissant mouvement chiite, allié de l'Iran et ennemi d'Israël. Du côté de Téhéran, quelques centaines de conservateurs ont des portraits de Donald Trump et des drapeaux américains et israéliens. En Palestine, des dizaines de jeunes ont incendié des pneus et lancé des pierres sur des soldats israéliens à la sortie de Ramallah. Les soldats israéliens ont riposté à coups de gaz lacrymogène, de projectiles en caoutchouc et à base réelle. Cette action de l'impérialisme américain dirigée par le raciste, fasciste, belliciste Donald Trump pour fomenter des tensions entre le monde arabe et Israël. Le bellicisme et l'impérialisme américain sont le plus grand ennemi de l'humanité et du monde et nous autres défenseurs de la paix devrions nous unir pour le combattre et résister. Les heurts avec les soldats israéliens ont fait 27 blessés atteints par des projectiles en caoutchouc ou des balles réelles en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, d'après le Croissant Rouge.
Voilà, c'est sur cette note que s'achève cette édition. Mesdames, Messieurs, merci, là, suivi à très vite.